L'enjeu de cette première rencontre entre le Premier ministre israélien et le président des États-Unis est évidemment très important, non seulement parce qu'on connaît cette fameuse relation spéciale qui unit les deux pays, et que surtout les deux hommes viennent de prendre leurs fonctions, chacun respectivement dans leur pays. Nous avons bien constaté que depuis les prises de fonctions respectives de M. Obama et Netanyahou, des divergences incontestables sont apparues, au moins formellement, sur les possibilités de règlement du conflit israélo-palestinien. La question se concentrant essentiellement sur le fait que M. Obama ne cesse de réclamer une solution à la question palestinienne par la création d'un État palestinien digne de ce nom, alors que M. Netanyahou n'a jamais prononcé le terme de création d'un État palestinien. Donc la divergence est d'ampleur, et donc cette première rencontre était importante, non pas qu'on ait pu espérer qu'ils se mettent d'accord, mais pour tester le degré de divergence et la possibilité de trouver, à moyen terme en tout cas, la possibilité d'un compromis, d'un accord entre les deux parties, en attendant bien évidemment de mettre dans la boucle la partie palestinienne qui est quand même en l'occurrence essentielle pour le règlement de la dite question. Or cette première rencontre a été à la fois assez froide. Évidemment les deux hommes n'ont pas beaucoup avancé l'un vers l'autre en termes de positionnement politique, mais en même temps on peut constater que rien n'est irrémédiable et que finalement ce sont deux discours qui se sont écoutés mutuellement plutôt qu'une vraie discussion, qu'un véritable dialogue dans la perspective de tenter de trouver la possibilité de se mettre d'accord. Donc cette première prise de contact est importante en ce sens, c'est qu'ils ont directement pu se rencontrer, qu'ils ont directement pu exposer leur point de vue. Maintenant, la route reste longue à parcourir pour espérer et souhaiter la mise en œuvre d'un réel processus de pourparlers des négociations. Incontestablement, les positions majoritaires au sein du gouvernement Netanyahou ne sont guère favorables à la relance dans les meilleurs délais d'un dialogue avec la partie palestinienne. Alors la question est de savoir si M. Obama sera suffisamment déterminé et mettra suffisamment de poids dans la balance pour exiger de ses partenaires israéliens qu'enfin ils acceptent de relancer, devrais-je dire, un véritable processus de dialogue pour commencer, puis un processus de négociation pour enfin arriver à une position de compromis. Mais le compromis, en réalité, on en connaît les termes, c'est la création d'un État palestinien. Je rappelle quand même, pour terminer, que cet accord, cette perspective de création d'un État palestinien est contenue dans toutes les résolutions de l'ONU concernant cette question. Donc on connaît les éléments de la solution au problème israélo-palestinien. Il s'agit maintenant d'avoir la volonté de les mettre en application. C'est tout l'enjeu de la question, et pour l'instant, M. Obama, disons, a fait beaucoup de déclarations plutôt positives, mais qui ne restent que des déclarations. C'est-à-dire que le fameux plan d'ensemble pour résoudre les questions au Moyen-Orient, et notamment la question israélo-palestinienne, est encore dans les cartons de la Maison-Blanche, est en train d'être discuté parmi ses plus proches conseillers, avec le département d'État bien évidemment aux États-Unis, mais que pour l'instant nous n'avons que des fragments de cet hypothétique plan de relance du processus de paix au Moyen-Orient, donc il est un peu tôt pour se prononcer. La seule chose qui peut rendre éventuellement raisonnablement optimiste, c'est le fait que M. Obama a parfaitement saisi qu'il y avait un énorme déficit de perception des États-Unis dans toute la région du Moyen-Orient et qu'un des défis de son premier mandat comme président des États-Unis, c'est incontestablement de remonter la pente de ce déficit de perception au Moyen-Orient, et donc il mettra son poids dans la balance parce que ce sont les intérêts nationaux des États-Unis. D'ailleurs, il l'a répété hier soir lors de son entretien avec M. Netanyahou, il a parfaitement exprimé que l'intérêt national des États-Unis visait à trouver une solution négociée, politique, diplomatique au conflit israélo-palestinien. Alors, en ce sens, on peut souhaiter en tout cas et espérer que le président des États-Unis mette réellement son poids dans la balance, mais inutile de se cacher la face. En face, nous avons un gouvernement israélien dont le centre de gravité est extrêmement rétrograde, sinon réactionnaire, et qui pour l'instant n'envisage pas du tout la reprise d'un processus sérieux
constructif de dialogue et de négociation avec les Palestiniens. C'est bien là l'enjeu du débat, et il est sûr qu'il va falloir faire beaucoup de pression sur ce gouvernement pour qu'il accepte enfin de s'asseoir à la même table de négociation que les Palestiniens. Oui, incontestablement, ces élections dont il est extrêmement difficile de prévoir l'issue, et c'est d'ailleurs une des constantes des échéances électorales en Iran depuis de très nombreuses années, quasiment depuis les débuts de la révolution islamique, c'est qu'on est toujours avec beaucoup de surprises quand on constate les résultats de ces élections, notamment présidentielles. Donc il est aujourd'hui trop tôt pour prédire qui sera le vainqueur de ces élections présidentielles prévues pour le début du mois de juin. Il est évident que si un candidat plus modéré que l'actuel Mahmoud Ahmadinejad était élu, on peut imaginer que sur les dossiers moyen-orientaux ainsi que sur le dossier du nucléaire, bien sûr, on puisse envisager une discussion peut-être un petit peu plus simple, un petit peu plus décontractée avec les interlocuteurs iraniens que n'est la situation avec Mahmoud Ahmadinejad. En même temps, prenons garde à une chose, c'est qu'en Iran, et au vu du système de fonctionnement politique, ce n'est pas le président de la République islamique tout seul, quel qu'il soit, Mahmoud Ahmadinejad ou un autre, qui décide tout seul. Les processus de décision, les mécanismes de décision politique, et notamment de politique étrangère en Iran, sont extrêmement compliqués. Le poids du guide de la République islamique, c'est-à-dire M. Khamenei, est évidemment extrêmement important, et lui ne changera pas, il restera dans ses fonctions après les élections présidentielles. Donc il ne faut pas imaginer que le changement hypothétique d'un président de la République islamique ipso facto va modifier l'attitude des Iraniens vis-à-vis des propositions américaines ou de la dite communauté internationale qui lui seront faites, mais je pense que ce sera probablement plus simple quand même d'avoir des contacts plus directs avec les Iraniens après ces élections présidentielles. En tout cas, quel que soit le vainqueur de ces élections, la chose la plus importante, la plus déterminante, c'est qu'il faudra que ou M. Obama ou d'autres partenaires, d'autres négociateurs fassent des propositions sérieuses, tangibles, concrètes et précises pour ce qui concerne des garanties de sécurité pour la République islamique, et c'est à partir de ce moment-là qu'enfin on pourra probablement dénouer le dossier nucléaire qui envenime les relations de l'Iran avec une bonne partie des pays de la dite communauté internationale. Mais là, nous n'en sommes pas encore là. Donc attendons tout d'abord les résultats de ces élections présidentielles. Et en fonction du résultat, tactiquement, on pourra modifier l'approche que nous avons de nos négociations avec les Iraniens. Mais de toute façon, et quel que soit le vainqueur, encore une fois, il faudra leur proposer des garanties de sécurité sérieuses pour qu'enfin ils revoient leur position sur le dossier nucléaire.